Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique de la cheville. Nous allons voir tout d'abord les généralités. Alors la cheville va comprendre anatomiquement l'articulation talocrurale et l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Celle-ci va être en rapport fonctionnel avec d'autres articulations comme la tibio-fibulaire sup, la subtalaire et la transverse du tarse. Le but de cet ensemble d'articulations va être d'orienter la voûte plantaire dans les trois plans de l'espace, afin d'adapter la marche à tout type de terrain. Ainsi, autour de l'axe du deuxième orteil vont se faire les mouvements de pronosupination, autour de l'axe bimalléolaire vont se faire les mouvements de flexion-extension, et autour de l'axe jambier vont se faire les mouvements d'abduction-adduction. Du point de vue morphologique, la cheville doit fonctionnellement être associée à une pince et non à une mortaise. En effet, les mouvements de flexion-extension du pied nécessitent une adaptation de l'espace entre les deux malléoles, ce que va permettre le fonctionnement de type pince, alors que le fonctionnement de type mortaise ne le permettra pas. En effet, si on regarde sur un mouvement de flexion dorsale, on va avoir une augmentation de l'écartement entre les deux malléoles, et inversement pour la flexion plantaire. C'est pourquoi il serait préférable de parler de pince bimalléolaire plutôt que de mortaise bimalléolaire. Concernant la mobilité de la cheville. Donc tout d'abord l'articulation talocrurale. Donc c'est une articulation de type gynglime qui va présenter un degré de liberté en flexion-extension. Elle va présenter également une géométrie variable, étant donné le fait que la trochlée est plus large en avant qu'en arrière. L'axe de mobilité va être la ligne bimalléolaire, donc représentée ici, oblique en bas, en arrière et latéralement. La position de référence de la cheville va donc être la perpendiculaire entre l'axe jambier et la plante du pied. Le mouvement de flexion va être le mouvement qui rapproche le dos du pied de la face antérieure de la jambe. Son amplitude va être de 20 à 30 degrés, et le mouvement d'extension est donc le mouvement inverse, et son amplitude va être de 30 à 50 degrés. Alors nous allons maintenant parler des facteurs limitant les mouvements de l'articulation talocrurale. Donc sur la droite ici, j'ai représenté deux schémas en coupe, situés dans un plan sagittal, avec le tibia en haut et le talus en dessous. Donc tout d'abord, les facteurs limitant la flexion. On va avoir la butée du col du talus sur la marge antérieure du tibia, mais aussi la tension de la partie postérieure de la capsule ou des faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux, ou encore la résistance tonique du triceps sural. Ensuite, les facteurs limitant les mouvements d'extension. Alors nous allons avoir la butée des tubercules du talus contre la marge postérieure du tibia, mais aussi la tension de la partie antérieure de la capsule ou des faisceaux antérieurs des ligaments collatéraux, et enfin la résistance tonique des muscles fléchisseurs. Nous allons maintenant parler des mouvements que l'on retrouve au niveau de l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Donc c'est une syndesmose. Donc sur ce schéma, à droite sont représentés le tibia ici, fibula, et le talus. Donc ce sont des schémas qui sont situés dans un plan frontal, en coupe. Donc au cours du mouvement de flexion, on va retrouver une élévation et un écartement de la fibula par rapport au tibia et au talus. Au cours de l'extension, on va retrouver un abaissement et un rapprochement de la fibula par rapport au tibia et au talus. Concernant la stabilité frontale, le premier élément de stabilité va concerner la position du talus. En effet, celui-ci va être encastré dans la pince bimalléolaire. Ensuite, nous avons les ligaments collatéraux qui empêchent les mouvements de roulis du talus. Les ligaments tibiofibulaires inférieurs et la membrane interosseuse sont également des éléments de stabilité frontale. Leur rupture va entraîner le diastasis tibiofibulaire. Deux muscles vont avoir un rôle très important dans la stabilité frontale de la cheville au cours de l'extension. Donc en effet, le long fléchisseur de l'hallux et le tibial postérieur, de par leurs insertions sur la fibula, vont entraîner un rapprochement de celle-ci par rapport au tibia au cours de l'extension, comme on peut le voir sur ce petit schéma. Donc ceci va assurer une congruence maximale entre la pince bimalléolaire et le talus,
au cours de l'extension. La stabilité transversale est permise par les muscles rétromalléolaires, qui, de par leur situation anatomique, vont exercer un contrôle antirotatoire du talus dans la pince bimalléolaire, un petit peu à la manière des mains positionnées sur un volant. Nous allons maintenant parler des contraintes subies par la cheville. En situation monopodale, l'état d'équilibre est tel que le moment de force du poids du corps est égal au moment de force du triceps. Sur cette photo, le bras de levier du triceps est égal aux 2/3 du bras de levier du poids du corps. Ainsi, pour maintenir la situation en équilibre, le triceps doit développer une force de 1,5 fois celle du poids du corps. La résultante des forces au niveau de la cheville va donc être de 2,5 P, ce qui est faible par rapport aux autres articulations du membre inférieur et explique la rareté des arthroses primitives à ce niveau. Donc j'en ai terminé pour la biomécanique de la cheville, et j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.